Bonjour, nous sommes le mardi 15 septembre 2020 et aujourd'hui je vais appeler mon exposé, je vais l'appeler Covid-19, sommes-nous malades ou rêvons-nous? Et il se fait que demain, dans le cadre de l'université catholique de Lille, je ferai un exposé sur un thème apparenté sur voilà, l'après-Covid, un cycle de 6 leçons. Et la première s'appellera simplement la pandémie, c'est-à-dire je mettrai les choses en place par rapport au, voilà, expliquer ce que c'est que le Covid au cas où il y aura des gens qui seraient passés à côté ou qui en auraient une représentation complètement fantasmagorique, ce qui malheureusement court les rues aussi. Voilà, donc ça se passe à 16 heures. En principe, il faut s'inscrire en envoyant, voilà, en envoyant un mail. Mais dans l'annonce que j'ai faite sur le blog, il y a le lien vers la salle Zoom. Et donc, vous pouvez y aller directement. De toute façon, je vous verrai. Un décompte est fait des présents. Alors, demain, donc je fais 1 heure d'exposé, puis 30 minutes de discussion avec la salle virtuelle. Bon. Euh, Aujourd'hui, voilà, je vais essayer de répondre à cette question qui enflamme les commentaires sur le blog de PJ. Sommes-nous malades ou avons-nous la berlue? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quand même, voilà, des gens, j'employais le mot select hier à quelqu'un qui me posait la question, qui me disait c'est quand même intéressant, curieux ou voilà, réconfortant qu'il y ait des discussions plus importantes sur votre blog qu'à d'autres endroits. Et je disais oui, mais enfin bon, il y a quand même une sélection parce qu'on dit des choses assez pointues, donc voilà. Mais sur cette question du Covid, je vois des choses quand même assez extraordinaires. C'est quoi les choses extraordinaires? D'abord, des gens qui viennent avec des remarques sur les statistiques et les probabilités qui correspondent à des interrogations qu'on peut avoir, des paradoxes peut voir apparaître lorsqu'on n'a qu'une connaissance, je dirais, vraiment très élémentaire de ce que c'est que les statistiques ou les probabilités. Bon, moi je ne suis pas virologue, donc je ne vais pas vous expliquer comment ça marche les virus, j'en sais pas grand-chose, si j'en sais peut-être un tout petit peu plus que la moyenne parce que je suis curieux de nature, mais voilà, sur ces questions de mathématiques appliquées, bah, j'en ai fait c'était mon gagne-pain et je vais travailler dans des environnements quand même assez pointus de ce point de vue-là. Voilà, au cœur du réacteur dans des banques, c'est des endroits, si vous faites des erreurs de centimes, ben, ça ne pardonne pas. Et surtout, on ne vous pardonne pas à vous, donc vous disparaissez assez rapidement. Par ailleurs, j'ai une bonne formation en mathématiques appliquées. Je mentionne souvent le nom du professeur Georges Théodule Guilbeault, qui était mon professeur de mathématiques sociales à l'école pratique des hautes études, grand spécialiste, la personne qui conseillait Lacan et Lévi-Strauss quand ils s'aventuraient un petit peu dans les mathématiques et les cours que j'ai eus, les cours en faculté, bon, à mon niveau, je l'ai déjà mentionné quand je parle de statistiques, bah, j'ai passé des examens où il faut, et de probabilité, ou des examens où il fallait, au tableau noir, avec une craie à l'époque, il fallait démontrer l'un ou l'autre théorème qu'on vous demandait de démontrer. Donc, une compréhension, je dirais quand même en profondeur des mécanismes, comment ça marche les statistiques. Alors, le fait est que quand on nous parle de données, quand on nous dit cas, quand on nous dit bon décès, c'est moins problématique, mais quand on nous dit cas, il y a maintenant des discussions à l'infini. Qu'est-ce qu'on appelle un cas? Et effectivement, ça pose le problème du test, du dépistage qui a eu lieu, du diagnostic qui a été fait que la personne est un cas ou non, et c'est pas évident. Il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir des échantillons dont on parle. Quand on voit un professeur ici ou là dans le midi de la France nous dire qu'il calcule des pourcentages sur un échantillon de 12 cas, il faut dire non monsieur, on ne peut pas calculer un pourcentage un échantillon de 12 cas, c'est pas assez. Il faut au moins 50 pour qu'on puisse avoir le courage ou je dirais, la témérité de parler de pourcentage. Il vaut mieux en avoir 100 quand on parle de pourcentage. Là, on commence à avoir un échantillon valable. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la loi des grands nombres, c'est-à-dire une tendance générale à ce que des chiffres soient plus fiables quand ils sont plus nombreux. Quand on vous dit il y a eu 3 personnes sur 12, bah, c'est une personne sur 4.
les variations individuelles, les cas singuliers, etc., jouent énormément. Qu'est-ce que ça veut dire 3 cas sur 4 ou 3 cas sur 12 ou 4 cas sur 14? Ça ne veut encore rien dire du tout, en fait, étant donné les variations individuelles. Et donc, il faut faire des choses sur des nombres plus grands si on veut les extrapoler, si on veut en tirer des des conclusions générales. Parce que des probabilités sont une idéalisation des fréquences. Et pour avoir une fréquence, il faut déjà avoir un nombre fiable, il faut déjà avoir un nombre de cas nombreux. Alors, il y a des choses qui sont de l'ordre plutôt du paradoxe mathématique, c'est-à-dire que l'intuition qu'on peut avoir, par exemple sur des corrélations, on vous dit, voilà un chiffre, un coefficient de corrélation, et vous dites donc ceci ou cela. Non, attention, il faut que les chiffres soient très 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 élevés avant qu'on puisse en tirer quelque chose. Il faut déjà que la corrélation soit à plus de 90% pour qu'on puisse être sûr de quelque chose. Moi, j'ai travaillé dans un environnement où on vous disait, dans la banque, on vous disait une limite inférieure de 36% de prévisibilité. Il faut être arrivé à avoir prévu ce qui allait se passer dans au moins 36% des cas. Ça, c'est vraiment ça montrait vraiment une incompréhension totale. On ne peut rien tirer de quelque chose qui est vrai dans 36% des cas. C'est moins que la moitié, c'est moins qu'à pile ou face. Bon, et pourtant, moi, je vous dis, je travaille dans des environnements où on disait ça. Il y a d'autres choses. Il y a des combinaisons qui paraissent peu intuitives. Par exemple, les faux positifs et les faux négatifs. Voilà, un faux positif, on vous dit que vous avez, le Covid et en réalité vous ne l'avez pas. Bon, c'est lié aux faiblesses, aux fragilités de l'examen. Ou un faux négatif, on vous dit non, on rentre à la maison et vous n'avez rien, et en fait vous l'avez. Les deux viennent en même temps. Alors ça produit, voilà, quand on regarde les chiffres qu'on peut, le degré de fiabilité de l'ensemble, il est beaucoup plus faible que le fait qu'il n'y ait que simplement un cas négatif sur 100, je veux dire un faux négatif sur 100 ou un faux positif sur 100. L'ensemble, comme ça vient ensemble, là, je vais vous donner une image. Vous allez voir, parce que ça, je dirais, c'est visuellement parlant, si on peut dire. C'est le cas de Fukushima, où on a vu que les ingénieurs avaient calculé la résistance de la centrale nucléaire à la possibilité d'un tremblement de terre. Et on avait fait les calculs sur la possibilité, la capacité de résistance à un tsunami. Et on n'a pas fait les calculs sur le fait que les deux pouvaient venir en même temps, alors que la cause principale d'un tsunami, c'est un tremblement de terre. Ah, zut, etc. Pourquoi? Parce que ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Alors, on le fait séparément, en oubliant que dans la réalité, les deux peuvent venir, et le plus souvent, ils viennent en même temps. C'est parfois parce que c'est trop compliqué qu'on ne fait pas le calcul comme il faudrait. Alors, ce n'est pas une question de paradoxe de Simpson ou de machin comme ça. C'est pour des raisons de ce type-là. Alors, ayant mis en place ce préambule, sommes-nous malades ou bien rêvons-nous? Alors, on nous dit, les gens qui nous disent qu'ils rêvent, alors voilà, on va commencer par ça. Il dit, regardez, on nous dit qu'on est tous malades, regardez le nombre de cas qui est déclaré et il n'y a personne qui meurt, ça veut dire que cette histoire de cas, c'est bidon, ça veut dire qu'on ne meurt plus, etc. Non, chers amis, c'est plus compliqué que cela et ce n'est pas une question de paradoxe de ceci ou de cela, il y a un certain nombre de facteurs. Bon. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Le premier, c'est qu'on commence à comprendre, non pas comment on guérit de la Covid-19, quel est le bon traitement, etc. Mais on sait mieux dans les hôpitaux, quand on voit arriver quelqu'un et que c'est une personne qui a la Covid-19, on me dit que c'est un féminin, donc je vais le faire. On sait mieux ce qu'il faut faire. Voilà, dans quel ordre, ce qu'on peut faire, qu'on peut faire quand même, faire baisser un petit peu l'inflammation, ceci, cela. On est moins désarmé devant ça. On commence à connaître le zigoto et on commence à savoir ce qu'il faut faire et dans quel ordre, etc. Bon, ce qui fait qu'un cas déclaré
déjà automatiquement débouche moins sur un nombre de morts. C'est-à-dire que déjà, il faudra un plus grand nombre de cas déclarés pour avoir le même nombre de morts qu'avant. Simplement parce qu'on sait mieux ce qu'il faut faire. Deuxième chose, et ça, les informations commencent à sortir. Bon, elles sortaient au moment même, mais je dirais, sous la forme du cri de désespoir. On n'est pas débordé en ce moment. Donc, il n'y a pas de gens, voilà. On n'a pas l'effet, comment on appelait ça, l'effet Lombardie. L'effet Lombardie, c'est des gens qui meurent sur le brancard, carrément dans le couloir, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de les traiter. Ça, pour le moment, heureusement, on n'est pas dans l'encombrement, il y a encore de la place, on peut encore traiter le nombre de cas. Et donc, il n'y a pas de mort de l'effet Lombardie. Donc, là aussi, il faut un plus grand nombre. Et quand je dis il faut, c'est pas parce que je souhaite que ce soit ça le cas, mais il faudra constater un nombre de cas plus élevé pour qu'on ait un plus grand nombre de morts. Donc on a déjà deux choses là. Le fait qu'on sache mieux que faire avec quelqu'un quand il est déclaré quand il est à l'hôpital. Deuxièmement, pour le fait que pour le moment c'est pas encombré. Deux choses qu'il faut déjà, qu'il faille constater un nombre de cas plus élevé pour constater un même nombre de morts par rapport à mars ou avril. Et troisième effet, et qui est peut-être le plus massif, c'est que les gens qui sont maintenant des cas déclarés, ce sont des gens qui sont l'effet du déconfinement et qui touchent une population plus jeune que les gens qui étaient considérés comme des cas déclarés autrefois en mars et avril. Pourquoi ? Parce que on constatait essentiellement que quelqu'un était un cas quand il était déjà en salle d'urgence autrefois. Maintenant, on dépiste de manière plus systématique. On tombe aussi sur des gens plus jeunes, c'est-à-dire des gens qui auront une meilleure résistance et qui auront moins de chances de mourir s'ils l'attrapent. Et on dépiste aussi davantage de cas asymptomatiques, des porteurs sains, comme on dit aussi quelquefois, ce qui n'est pas tout à fait exact. Des cas asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on tombe sur des gens qui, eux, ils ne cherchaient pas à savoir s'ils avaient quelque chose ou non, ils pensaient qu'ils n'avaient rien. C'est-à-dire que là aussi, et de manière massive, on a un facteur qui va faire qu'il faudra un plus grand nombre de cas constatés pour avoir un nombre de morts équivalent à ce qu'on avait en mars et avril. Parce qu'on a des gens qui seront moins susceptibles d'en mourir, et parce qu'aussi on trouve comme étant des cas des gens qui, eux, ne se rendent compte de rien. Bon, alors, je crois que j'ai un peu fait le tour. Il faut maintenant, en septembre, si on veut constater, et ça c'est pas parce qu'on l'espère, mais pour voir un nombre de morts équivalent à certaines époques au mois de mars ou avril, il faut un beaucoup plus grand nombre de cas déclarés parce que on a avancé de différentes manières dans le dépistage, dans le traitement, dans la gestion de l'épidémie. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va rien se passer, qu'on rêve, que maintenant qu'on trouve des cas et que ces gens n'auront absolument, qu'il ne se passera rien? Eh bien sûr que non, bien sûr que non. Si on dit ça, c'est parce qu'on ne comprend pas ou on refuse de comprendre ce que je viens de dire. On est dans une période où le nombre de cas augmente et il augmente de manière exponentielle. Exponentielle, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'on vous dit par exemple le nombre de cas double sur 3 jours. Bon. Alors, quand on a 2%, c'est bon, demain ça fera 4%, etc. Puis après ça fera 8, 3 jours plus tard, donc 6 jours plus tard, on sera passé de 2 à 8. Oui, mais 8 multiplié par 2, ça fait 16, puis 16 multiplié par 2, ça fait 32. Et 3 jours plus tard, on passe de 32% à 64%. Bon. Et après, on passe à 128, c'est-à-dire tout le monde. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est très, très dangereux de dire il ne se passe rien, on rêve cette fois-ci, on a la berlue, parce qu'on est dans un processus exponentiel. Parce que les choses doublent. Les choses doublent sur une certaine période. Alors, ça peut doubler sur un jour, ça peut doubler sur une semaine, ça peut doubler sur un mois. Si ça double sur un mois, on a plus de temps devant soi.
Et je rappelais ce paradoxe dans une conférence que je ferai par ailleurs. Quand on demande aux gens, voilà, il y a des nénuphars sur l'étang et puis la surface double de jour en jour. À quel moment à quel moment avant la fin du processus total se trouverons-nous avec la surface à moitié couverte? La surface à moitié couverte. Alors les gens réfléchissent beaucoup et on part de 2%, puis on multiplie, et puis se multiplie par 2. Mais le problème, il faut le prendre simplement à l'envers. Si on vous dit que le processus double chaque jour, eh bien, il suffit de faire le calcul à l'envers. Pour que ce soit couvert qu'à moitié, par rapport au jour, ce sera couvert entièrement, c'est juste la veille. Bien entendu, puisque ça va doubler du jour où c'est 50% pour arriver à 100%. Ça paraît comme paradoxal, comme bizarre, ça ne correspond pas tout à fait à ce que nous dirions intuitivement. Et ça, je dirais, c'est par rapport à un facteur que je mentionne souvent. Nous comprenons les phénomènes linéaires, les non linéaires pas du tout. Il y a l'intelligence artificielle qui comprend les trucs non linéaires, mais nous pas. Les facteurs d'échelle, ça vaut un mal fou à comprendre les facteurs d'échelle. Les gens vous comparent des trucs qui touchent 10% de la population et ceux qui touchent tout le monde en vous disant mais en fait c'est exactement la même chose. Ou bien le cas le plus courant, la personne qui essaie de réfuter tout votre argument avec le cousin de la nièce, etc. Un cas isolé. Déjà Aristote nous avait dit avec un cas isolé on ne peut absolument rien faire. Si, il nous a dit on peut faire une seule chose. On peut l'utiliser de manière rhétorique, c'est-à-dire dans la conversation de tous les jours. Pourquoi pas, si ça convainc quelqu'un, pourquoi pas, puisque le boulot est réalisé. Alors voilà, j'espère avoir expliqué quelque chose de manière relativement claire. Parce qu'il y a un reproche qu'on me fait. On me dit oui, monsieur Jorion, vous dites souvent, est-ce que c'est quand même simple à comprendre? Et puis, en fait, vous avez raconté un truc auquel j'ai absolument rien compris, ça n'avait ni queue ni tête pour moi. Alors, mes circonstances atténuantes, c'est que si quelque chose m'apparaît relativement clair, j'ai souvent du mal à comprendre ce qui s'est mal passé. Je pense au truc de l'instit qui dit au gars ou à la petite fille qui lui dit mais expliquez-moi ce que vous n'avez pas compris. Et bien entendu, là, non, c'est parce que j'ai pas compris justement qu'il y a un problème. Le mécanisme. Une fois qu'on voit le mécanisme, je crois qu'il y a des tas de choses qui en découlent. Et c'est ça le raccourci par rapport à l'explication. Si vous ne comprenez pas le mécanisme, vous allez devoir apprendre toute une série de propositions par cœur, que ceci ça produit ça, parce que vous n'avez pas vu le mécanisme. Mais ça, c'est une chose dont Geneviève Delbos et moi, dans le livre qu'on a écrit, publié en 84, ça date pas d'aujourd'hui, la transmission des savoirs, c'est une chose que vous voyez déjà dans les écoles d'apprentissage professionnel, pas tellement au niveau des élèves, mais au niveau des professeurs. Et les professeurs ne comprenaient pas le mécanisme et du coup, ils donnaient aux élèves une série de propositions qu'il fallait apprendre par cœur, mais qui ne vous renvoyait pas du tout à la manière dont le machin fonctionne. Voilà, je me disais que j'allais encore vous dire un petit truc ou l'autre sur Trump, mais je ferai ça séparément. Soyons clairs, voilà, concentrons-nous sur le sujet qui était celui d'aujourd'hui. Sommes-nous malades ou bien rêvons-nous? Et la réponse est nous sommes sans doute en ce moment même moins malades qu'il ne pourrait apparaître dans certains chiffres, mais nous ne rêvons pas, c'est une question de jours. Et avant que ce qui apparaît dans les chiffres n'apparaisse dans la réalité, parce que nous sommes dans un processus exponentiel. Il faudra plus de jours pour obtenir le même nombre de morts, mais avec les chiffres du nombre de cas qu'on a, et qui apparaissent plus nombreux que ce n'était le cas en mars et avril pour des raisons diverses que je viens de vous dire, le processus est quand même enclenché. Nous sommes moins malades peut-être que nous l'imaginons, mais nous ne rêvons pas, nous n'avons pas la berlue et il faut faire très très attention parce que dans un processus exponentiel, quand on commence à se rendre compte de ce qui est en train de se passer, à ce moment-là, on a un très petit nombre de jours pour réagir comme il faut. On l'a déjà vu en mars-avril.
où le nombre de cas létaux qui débouchaient sur des décès était dans un processus exponentiel extrêmement rapide, et donc une différence de 3 jours, ça pouvait être effectivement réagir 3 jours avant, ça pouvait effectivement être diminuer le nombre d'essais par 2, par un facteur de 2. Voilà, allez, à bientôt.